Question numéro 25, finance, débat d'orientation budgétaire, M. Andrew. Il est rappelé que le débat d'orientation budgétaire est une étape préalable au vote du budget politique permettant d'aborder les nouvelles dispositions issues de la loi des finances impactant les collectivités locales ainsi que les projets à mener. Ce débat est obligatoire dans les collectivités de plus de 3500 habitants. Le document joint à la présente délibération présente les grandes lignes de la loi de finances 2016 pour son volet 1, l'état des lieux de la structure et de la gestion de la dette de la communauté de communes au 1er janvier 2015, et puis un focus sur le volet personnel, ainsi que la situation financière et approche prospective sur les années 2016 et suivantes. Donc il est rappelé que le débat d'orientation budgétaire n'est pas soumis au vote. Alors, il est rappelé également que ce débat s'inscrit dans la continuité des orientations budgétaires indiquées par M. le Président au début de l'année, à savoir pour le maintien des taux d'imposition, on en a parlé tout à l'heure, la limitation des dépenses de fonctionnement. La priorité est donnée à l'investissement et plus particulièrement au développement économique, à la construction de maisons de santé afin d'anticiper la baisse de la démographie médicale et de développer la mutualisation des services. Alors, il y a plusieurs dispositions de la loi NOTE qui viennent préciser les conditions et le contenu du débat budgétaire. Un accent particulier dorénavant est porté sur les engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, et pour les collectivités de plus de 10 000 habitants, sur l'évolution des dépenses et des effectifs concernant le personnel. Le DOC doit dorénavant être obligatoirement transmis à l'EPCI, par l'EPCI à ses membres, assez communément, et mis en ligne sur le site internet. Donc nous aborderons les points suivants, les grandes lignes de la loi de finances 2016. Il me semble, Monsieur le Président, qu'elle doit être revue, la commission d'équilibre. L'état des lieux de la structure et de la gestion de la dette au 1er janvier 2015, un focus sur le volet personnel, et la situation financière et une approche prospective sur les années 2016 et suivantes. Donc on va commencer par le volet 1, les grandes lignes de la loi de finances 2016. Alors, les données qui suivent résultent de l'analyse du projet de loi de finances tel que soumis à l'Assemblée nationale et présenté en commission des finances le 20 octobre 2015. Du fait des modifications importantes qui en résultent pour les communes et les EPCI, il est à prévoir que les textes feront l'objet de modifications en cours d'examen parlementaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Principales mesures issues de la loi de finances 2016 impactant les collectivités locales. Donc il y aura le prolongement de l'effort financier demandé aux collectivités locales pour leur participation au redressement des comptes publics. On rappelle qu'au total, la contribution des collectivités est fixée à 11 milliards d'euros sur la période allant de 2015 à 2017, qui seront prélevés sur la dotation globale de fonctionnement. Il n'est pas remis en cause la baisse des dotations aux collectivités, qui s'échelonnent pour de 2015 3 milliards 67 millions en moins, 2016 3 milliards 67 millions en moins, 2017 3 milliards 67 millions en moins, ce qui nous fait un total de 11 milliards. En 2013, il y a eu le gel en valeur des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. En 2014, il y a eu une baisse de 1 milliard 500 millions d'euros des dotations aux collectivités territoriales par la loi des finances 2014, qui a représenté une diminution de la DGF de 149 288 euros pour notre communauté de communes. Et en 2015, la baisse de 3 milliards 670 millions d'euros des concours financiers aux collectivités, représentant une diminution de la DGF de 360 826 euros pour notre communauté de communes. Alors vous avez un tableau de la répartition catégorielle de la réduction de la DGF, ceci au prorata des recettes réelles de fonctionnement 2014. Alors pour le bloc communal, il y a les communes de moins 1 450 000,
et pour les EPCI, moins 621 millions. Pour les départements, moins 1 milliard 148 millions. Et pour les régions, moins 451 millions, ce qui nous fait une offre totale de 3 milliards 670 millions. Il n'y a pas de critère de péréquation et en compte dans la répartition. Nous avons également affiché actuellement la réduction programmée des concours de l'État aux collectivités locales. Donc, les minorations des concours de 2014 et puis les minorations des concours 2015, 16 et 17. Ce qui nous fait en tout 28 milliards d'euros. C'est moins 17,2%. Alors, ce qui concerne la réforme de la dotation globale de fonctionnement des collectivités du bloc local, c'est-à-dire les communes et intercommunalités, cela a été différé au 1er janvier 2017. Alors, par contre, il y a la suppression des enveloppes catégorielles antérieures. Alors, les communes et communautés de communes devraient bénéficier des dotations suivantes. Pour les communes, dotation de base de ruralité, c'est-à-dire de 75,72 € par habitant. Alors, est réservé aux communes dont la densité commune et EPCI, dotation de centralité, elle est répartie à l'échelle des ensembles intercommunaux et partagée au sein du bloc communal du FPIC entre 15 et 45 € par habitant en fonction du site et de la population. Sur le slide suivant, vous avez l'évolution prévisionnelle de la DGF de la communauté de communes, la branche Mont-Saint-Michel. En 2014, vous avez 1 700 000 €. En 2015, 1 400 000 € et en 2016, 1 million d'euros. Nous aurons également la montée en puissance du fonds de péréquation communale et intercommunale, le FP, qui a été créé en 2012. Ce fonds de solidarité consiste à prélever une partie des ressources des ensembles intercommunaux, communes et communautés les plus riches, pour la reverser aux ensembles intercommunaux les plus défavorisés. Donc, vous avez le tableau en 2012, en 2013, 2014, 2015 et 2017 pour les augmentations successives. Alors, il y a eu un palier entre 2015 et 2017. En 2016, la proportion est moins importante. Elle est plafonnée, puisqu'elle est plafonnée à 1 milliard d'euros. Alors, l'ensemble intercommunal de la communauté de communes étant classé au rang 676 sur les 1269 ensembles intercommunaux éligibles, il est fortement probable que notre ensemble communal puisse bénéficier de ce fonds en 2016, malgré le renforcement des critères d'éligibilité, des effets induits par le regroupement de nouvelles communautés au 1er janvier 2016. Donc, sur le tableau suivant, vous avez le FPIC qui est devenu une recette conséquente de l'ensemble intercommunal. 2014, 800 000 €, 2015, 1 100 000 € et actuellement, pour 2016, 1 400 000 €. Alors, pour 2016, on aura un assouplissement des règles de répartition du FPIC avec 3 modes de répartition du FPIC pour l'ensemble intercommunal, communes et communautés de communes. Donc vous avez la règle de droit commun, c'est ce qu'on applique actuellement. La règle dérogatoire à la majorité des 2/3 qui permettait d'influer dans une fourchette de moins 20 à plus moins 20% par rapport au droit commun. Avec la loi de finances a relevé ce plafonnement à 30%. Et enfin, la dérogation libre à l'unanimité, qui se fait désormais à la majorité qualifiée des 2/3 du Conseil et une délibération à la majorité simple de l'ensemble des communes membres. Alors, il est dit qu'une réflexion pourrait être menée afin de modifier la répartition de l'enveloppe entre la communauté de communes et les communes membres, de permettre ainsi à l'intercommunalité
d'assurer le financement de son programme pluriannuel d'investissement. Alors, les mesures diverses. La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. Alors, à titre de l'année 2016, les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives est ainsi fixé à 1 pour les propriétés bâties industrielles ou non, à 1 soit plus 50% pour les propriétés non bâties. On les connaît pas encore. Donc en 2015, nous avions 0,90. Alors l'extension de l'éligibilité du fonds de compensation de la TVA aux dépenses d'entretien du patrimoine des collectivités. De la création d'un fonds de soutien à l'investissement des collectivités du bloc communal à hauteur de 1 milliard d'euros, qui se compose de 800 millions d'euros de crédits nouveaux et de 200 millions d'euros qui seraient pris sur la DETR. Là-dessus, il y a une orientation de 500 millions d'euros au bénéfice des territoires ruraux, de 300 millions d'euros qui seraient réservés au projet de revitalisation et de développement des cours centres et 200 millions d'euros qui revenant au préfet pour les grandes priorités nationales, notamment, par exemple, les rénovations thermiques, les énergies renouvelables, etc. Alors, il y aurait des mesures d'assouplissement de normes comptables concernant l'allongement de la durée d'amortissement et à des suppressions d'obligations d'amortissement de subventions d'équipement. Voilà pour le volet 1. En ce qui concerne le volet 2, état des lieux de l'endettement de la communauté de communes. La dette de la communauté de communes est issue de la consolidation des emprunts contractés par les collectivités fusionnées, mais également des emprunts repris dans le cadre des transferts de compétences. Par exemple, il y a le centre culturel de Pontorson, la bibliothèque de Busset, la salle de raquettes à Isigny, la salle culturelle de Sartigny, l'assainissement collectif. Alors, en ce qui concerne les différents budgets, donc le budget général, capital restant au 31/12/2015, 8 870 741. Assainissement collectif, toujours le capital restant tenu au 31/12/2015, 11 153 926. Le complexe équin, 520 000. Crédit bail, 2 340 866. L'atelier relais, 762 281. Les panneaux photovoltaïques, 22 969. Les zones d'activité, 267 226. Et les ordures ménagères, 894 753. Ce qui nous fait un total de 24 732 762. Avec un taux fixe sur l'ensemble de 93% et une durée de vie de 9,7 années. Le taux modulable serait de 7%. Alors, les emprunts contractés dans le cadre de crédit immobilier sont remboursés par les entreprises sous forme de loyer. Ils payent tous les mois. Sur l'ensemble de ces budgets, il est prévu un désendettement de 2 198 890 euros entre le début et la fin de l'exercice 2015. Et puis, on vous le rappelle, on vous informe que la communauté de communes ne dispose pas d'emprunt en francs suisses. Pas toutes les collectivités. Alors, je vais ensuite de l'analyse de la dette du budget général. Comme indiqué dans le tableau précédent, l'encours de la dette s'élève au 1er janvier 2015 à près de 10 millions d'euros, essentiellement en taux fixe. La courbe d'extinction du capital reste en vue. Vous l'avez, la courbe qui va de 2015 jusqu'en 2034. Ça, c'est capital. S'agissant du remboursement des annuités d'emprunt, il est constaté l'arrivée à terme de plusieurs prêts en 2019. Ceci sur le budget général. Vous avez également le tableau avec en rouge les intérêts de la dette et en bleu le capital. Ensuite, la répartition du capital restant dû entre les établissements bancaires. Donc, le crédit agricole est le principal organisme financier, la caisse d'épargne, les crédits mutuels, le SFIL et puis la CAF. Le crédit mutuel, vous le retrouvez deux fois, parce que ce sont deux agences régionales.
Voilà pour le volet 2. Le volet 3, focus sur les charges de personnel, les services communs, et mise à disposition des services. Au 1er janvier 2014, il y avait 141 agents à la création de notre communauté de communes, la branche Mont-Saint-Michel. Les transferts de 4 agents suite à la dissolution du CIRCOM de la Baie et de la vallée du Tard. La création d'un poste d'entretien suite au retrait de la mise à disposition d'agents par 2 communes. La création d'un poste à temps non complet pour assurer le secrétariat dans les mairies. La création de 3 postes suite à la mise en place du service instructeur pour l'urbanisme. Pour pallier l'accroissement de la charge de travail des services, création d'un poste en comptabilité et commande publique, un poste de technicien en assainissement, un demi-poste d'infirmière puéricultrice, un poste coordonnateur du réseau des bibliothèques, et poste financé à 50% par la DRAC. Nous avons également les contrats aidés en ressources humaines, à temps plein, au Club House Complexe Équin en temps partiel et au CLSH de Sartilly, un temps partiel. Donc vous avez le tableau après les effectifs au 1er janvier 2014. Donc la direction générale avec l'évolution. Le pôle évolution, nous avions 3. Évolution moins 1. Pôle ressources, il y a 3 supplémentaires. Pôle environnement et développement durable, 3 supplémentaires. Pôle l'attractivité et développement du territoire, 3 supplémentaires. Pôle vie quotidienne, 7 supplémentaires, ce qui fait au total 15 emplois supplémentaires. Donc, au 1er janvier 2015, il y a 140. 1er janvier 2015, 144 emplois. Au 1er janvier 2016, 155. Les charges de personnel 2014 se sont établies à 4 865 120 €. Les dépenses prévisionnelles 2015 seraient de 5 200 000 €, soit un écart de 335 000 qui s'explique principalement par les charges nettes des recrutements, les charges atténuées et le transfert des agents du CIRCOM plus 100 000 €, financé en partie en 2014 dans le cadre de la participation au CIRCOM, un agent instructeur, secrétaire de mairie, 35 000 €, qui lui sera financé dans le cadre de l'attribution de compensation, 2 postes de ménage, un poste de rame à Isigny, 45 000 €, financé en 2014 dans le cadre des conventions de mise à disposition de services, et 3 CAE pour 35 000 €, financés en majeure partie. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la communauté de communes dispose de 5 services communs: bureau d'études, communication, autorisation du droit des sols, secrétariat de mairie et la commande publique. Le service commun communication qui a été mis en place entre la communauté de communes et la ville d'Armange. Alors, on vient de le dire tout à l'heure, il vient de le supprimer. Notons que la ville d'Armange apportait précédemment une contribution financière annuelle d'environ 80 000 € pour ce service par le biais d'attribution de compensation. Dans les conventions de mise à disposition du service, il y a eu 32 conventions de mise à disposition de service qui ont été signées entre la communauté de communes et ses communements, permettant ainsi l'intervention d'agents communaux pour des compétences intercommunales et inversement. Donc il y a eu 61 000 € versés en 2014 à la communauté de communes et 895 000 € versés en 2014 aux communes. 80% du montant des conventions de mise à disposition des communes de la communauté de communes concernent les compétences assainissement collectif pour 15% et les accueils de jeunes mineurs pour 65%. Alors là, on a la situation des avantages en nature. En ce qui concerne les mutuelles, la participation aux mutuelles des agents concernant la santé et la prévoyance constitue un avantage en nature. C'est-à-dire pour un salaire inférieur à 1 600 €, 14 € par agent. Pour un salaire compris entre 1 600 et 2 000 €, 11 € par agent. Et pour un salaire supérieur à 2 000 €, 8 € par agent. Il y a donc 61 agents qui bénéficient de cet avantage, ce qui représente un coût annuel d'environ 10 000 €.
Les prévisions pour l'année 2016, recrutement d'un contrat aidé pour le recouvrement de la taxe de séjour. Il est rappelé que le Conseil a choisi d'étendre à l'ensemble du territoire communautaire la taxe de séjour. Le montant recouvré est actuellement d'environ 250 000 €, alors que le potentiel serait de 600 000 €. Le recrutement d'un chargé de mission culturelle et puis un poste de coordonnateur durable, qui lui serait pourvu en interne, ainsi que l'intégration au 1er janvier 2016 du poste de direction des services communication, qui, on l'a dit, était auparavant financé en partie par l'État branche dans le cadre de la solution de compensation. Dans le volet 4, analyse rétrospective, principale hypothèse de travail retenue pour la prospective, évolution des bases de CFE, TH, FN de 2% par an, on a bien dit des bases. Évolution toujours des bases du prospective, on a dit 1% par an. Évolution de la CVAE, stagnation, qui était prévue initialement 1%. Pour la STASCOM, plus 2%. Pour l'IFER, plus 2%. Également, maintien des taux d'imposition, qui sont pour la taxe d'habitation 10,83%, le foncier bâti 2,94%, le foncier non bâti 11,01%. Prise en compte de la baisse de la DGF, produit des services, il n'y aurait pas d'évolution. Une réflexion pourrait être menée sur une revalorisation annuelle des tarifs, ce qui a été vu en commission des finances, notamment tout ce qui concerne les services. Charges à caractère général, pas d'évolution des charges courantes, sauf les charges induites par les nouveaux équipements et des emprunts réalisés sur une durée de 3 ans, environ 3%. De 20 ans, 3%. Alors, par rapport au PPI, programme pluriannuel d'investissement initial, il est envisagé d'engager de nouvelles dépenses d'investissement. Il y a notamment le renouvellement des conteneurs pour 2 263 000 €. Et un fonds de concours versé aux communes membres, 530 000 € sur 6 ans, et des aides aux entreprises, qui vient de voir 1 500 000 € sur 5 ans. Pour 2016, il est prévu d'engager un certain nombre d'opérations, notamment la salle de congrès et de spectacle pour dépenses 2016, 300 000 €. La salle de sport de Potorson, également pour 2016, 300 000 €. La salle de sport de Chantilly, pour 2 500 000 €. La Masure, 750 000 €. La maison de santé de Lucé, Chantilly, pour 610 000 €. Le PLUI, 200 000 €. Et le remplacement des conteneurs, 300 000 €. Donc, compte tenu des nouvelles dépenses d'investissement envisagées, le programme pluriannuel d'investissement serait porté à environ 44 millions d'euros au lieu de 42 millions initialement prévus. Ce serait comme vous les avez en rouge sur le tableau, l'installation de nouveaux conteneurs et le fonds de concours et l'aide aux entreprises que nous venons de voter. Pour le reste, on reprend le PPI de février 2015. Alors, l'incidence du PPI sur au niveau des 3 épargnes de la communauté de communes. Alors, vous avez en bleu l'épargne de gestion, en vert l'épargne brute et en jaune l'épargne nette. Donc, vous l'avez en 2014, vous l'avez en 2015, 2016 et 2017. Donc, vous constatez des évolutions. L'incidence du PPI au niveau de l'endettement de la communauté de communes. Là aussi, vous avez en bleu le capital restant dû cumulé, les emprunts en rouge et les annuités en vert. Donc là aussi, vous pouvez constater qu'en 2016, on en aura moins. Et en 2017, par contre, une évolution d'augmentation prévisible et substantielle. Alors l'effet de ciseau, vous voyez que les recettes de fonctionnement
diminuent et que les dépenses de fonctionnement augmentent. Mais nous n'atteignons pas encore le 6 Incidence du PPI sur les annuités de la dette, là aussi en rouge, le remboursement du capital de la dette et les intérêts de la dette en bleu, et puis les annuités par habitant. Là aussi, ça augmente, on reste à peu près stable jusqu'en 2016 pour une augmentation en 2017. Incidence du PPI sur le niveau d'investissement et son financement. Alors, répartition du financement de l'investissement en bleu, les ressources propres hors session. En rouge, les subventions perçues et liées au PPI. En jaune, l'emprunt. Et en vert, les produits de cession d'immobilisation. Et en très vert, le sous-total des dépenses d'équipement. Là aussi, un constat. Les ressources propres hors session diminuent en 2017. Et les emprunts augmentent également. Concernant les budgets annexes, il est envisagé de réaliser les travaux suivants. Développement économique pour 1 900 000 euros, qui comprennent la construction de nouveaux ateliers relais pour 800 000 euros, la pépinière d'entreprise pour 1 million d'euros, hors taxe toujours, et la voirie du parc de la baie pour 100 000 euros. L'assainissement collectif, il y a une enveloppe de 1 300 000 euros pour la réalisation des travaux. Ceci, déduction faite des subventions qui pourraient être perçues. Dans un contexte financier de plus en plus contraint, le président nous demande de retenir les orientations générales suivantes pour la préparation du budget primitif, c'est-à-dire le maintien des taux d'imposition, maintien des taux, de poursuivre la limitation des dépenses de fonctionnement et de donner une priorité aux dépenses d'investissement. Merci M. Ambro, parce que l'exercice est toujours difficile. Il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de considérations qui sont dans un rapport d'orientation budgétaire et des chiffres qui nous échappent, hein, notamment le budget d'État, qui nous échappe évidemment aux décisions de la commune. Moi, ce que je propose, c'est qu'on se fixe peut-être un petit temps de discussion sur les priorités qui nous sont proposées, et bien entendu, vous intervenez sur tous les sujets que vous souhaitez et qui ont été présentés par M. Andrew. Je souhaite, M. Gérard. Bien, moi j'ai reçu, comme vous tous, le tableau du PPI le jeudi soir, me semble-t-il. Et quand j'en ai pris connaissance, j'étais un peu énervé. Alors je parle pour ma chapelle. Je rappelle que j'ai en charge le service déchets. Et quand j'ai vu que dans le plan de financement, dans le plan d'investissement, il était prévu 300 000 euros en 2016, 2017, 2022, je me dis, mais on a fait beaucoup de réunions ensemble. On était d'accord sur l'état de notre parc de Cologne. Je ne vous dis pas non plus le parc automobile que nous avons sur Pontorson, même si on me dit aujourd'hui que c'est un budget annexe. Mais nous savons également que l'uniformisation de la facturation des taxes ou redevances devra être finalisée avant de passer 2017. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on aura un budget unique. Je rappelle que sur le territoire de la branche, il y a 186 containers semi-enterrés qui nous posent problème. À chaque fois qu'il y a une commission déchets, une réunion des maires, on nous fait remonter à juste titre, et je comprends très bien mes collègues, que cette situation ne peut pas durer. Et il y avait la semaine dernière, ou celle d'avant, il y avait une réunion des maires, il y avait mon collègue de Marseille, je ne sais pas là, qui était énervé, et je le comprends très bien. Il était prévu, dans le cadre de l'étude faite par le bureau d'études Octae, un programme d'investissement sur les années à venir. Il était prévu de remplacer les colonnes semi-enterrées d'avant sur 2 ans. Ça a été vu en commission déchets, ça a été vu dans le comité technique restreint. Et quand je vois qu'on met 300 000 euros pour l'année 2016,
c'est Avranches, le remplacement des conteneurs, c'est quasiment 6-7 ans. Sur Avranches. Après, il faudra s'intéresser à Ducé, Isigny, Sartilly et Pontorson. Sur Pontorson, je suis allé voir quand même, je me suis fait confirmer, l'état des matériels roulants que nous avons. Nous avons sur Pontorson 3 camions bennes ordures ménagères. Le premier a été acheté neuf en 2003, il y a 12 ans. Il a près de 210 000 km, 20 000 heures de fonctionnement. Le deuxième a été acheté en 2003, neuf aussi, 213 000 km, 18 000 heures de travail. Le troisième, ce qu'on appelle le mulet, c'est celui que vous pouvez voir au Mont-Saint-Michel tous les matins. Nous l'avons acheté d'occasion en 2006, et en fait c'est un modèle qui est sorti en 1998, donc il a 17 ans. Il a 213 000 km. Nous avons dépensé en entretien pour les années 2014 et 2013 93 000 euros. Pour l'année 2015, nous sommes actuellement, et avec ce qui est prévu, parce qu'on a un camion qui part en atelier la semaine prochaine, je crois, on estime pour 2015, on est autour de 40 000 euros. Et dans les 40 000 euros, j'ai regardé les camions, on ne prévoit pas certaines dépenses. Regardez l'intérieur des cabines, les roues de siège sont cassés. Les agents s'assoient directement sur la mousse. Ce ne sont pas des conditions de travail normales. Et ça, ce n'est pas prévu pour 2015. Le camion plateau que nous avons aussi, il a 145 000 km. C'est un modèle qui a 15 ans. L'utilitaire, c'est un modèle qui a acheté l'occasion aussi, qui a 136 000 km. Le véhicule 205, qui a 20 ans, 150 000 km. Voilà l'état du parc. Je ne reproche rien à mes collègues de Pontorson. Je dis simplement que dans les investissements concernant ce service, il y a le remplacement des conteneurs sur Avranches, il y aura un travail sur le parc de Pontorson, et je rappelle que sur les déchetteries, il y a des mises aux normes à faire, avec notamment les contrôles d'accès, on en a parlé souvent. Je m'arrêterai là. Pour le matériel, je n'oublie pas non plus le personnel qui travaille, je suis un peu énervé, excusez-moi, qui travaille donc sur la direction d'Amel Bernier, c'est un personnel qui fait un travail immense. On porte en son Claire Bidot, qui gère le personnel qui est là-bas, les rippers, les chauffeurs, manque de moyens. L'été dernier, elle a jonglé avec le personnel pour pouvoir assurer le service dans sa continuité. Claire Bidot, ce n'est pas sa fonction, mais elle travaille aussi à la déchetterie, parce qu'il y avait des manques de personnel. On ne met pas de personnel pendant la saison d'été. Sur Avranches, il y a Sandra, ambassadrice, qui était pour la commune d'Avranches, pour 20 000 habitants. Maintenant, elle est pour 47 000 habitants, elle est toute seule. Elle fait ce qu'elle peut, elle fait beaucoup, et Peggy peut le confirmer. Il y a Joanita, qui fait un travail immense aussi, d'organisation, de préparation. Il y a Aurélie, qui est pour certains la mémoire du service pour l'ex-commune d'Avranches. Il faut savoir qu'elle quitte la communauté le 1er janvier, dans un mois. C'est une personne qui travaille beaucoup sur les dossiers, sur les marchés, les conventions et autres. Elle faisait un travail immense. Et je ne suis pas certain qu'elle soit remplacée. Alors je trouve qu'il y a non seulement un manque de prise en considération sur le matériel, un manque de considération envers le personnel. Je trouve ça lamentable. Alors je dis, pour simplifier, le service déchets ne fait pas l'aumône, c'est un service qui est au service de la population et tous les jours. Alors en l'état actuel, je ne voterai pas le budget quand il viendra. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Cher Michel, je suis content de ta prise de position. On a suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce processus d'audit qui a permis de pointer du doigt tous les dysfonctionnements et surtout d'envisager des solutions, parce qu'il existe des solutions. Et tout comme toi, face à ce manque de volonté de la communauté de communes dans son budget, on est bien évidemment très très inquiet sur la résolution de ces problèmes qu'il faut prendre en compte aujourd'hui de manière urgente. On a patienté,
On a été, je veux dire, on a continué à tolérer une situation très complexe à vivre, pas pour nous uniquement, mais pour l'ensemble des citoyens de la communauté de communes, et je pense surtout à l'agglomération, parce que c'est le cas que je connais un peu mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'il est urgent de revoir ces prévisions budgétaires et de mettre le paquet budgétairement pour résoudre ces problèmes. Donc, tu as à tes côtés la ville d'Avranches qui te soutient dans tes revendications. Si d'autres interventions, Monsieur Carreau. Bon, j'ai assisté assez régulièrement en commission. C'est vrai qu'il y a des informations financières qui me troublent. Alors c'est vrai que je n'ai pas toutes les informations, mais bon, ce que j'avais compris à la reprise finalement des différents territoires pour ce qui concerne la gestion des déchets, qu'il y avait en début 2014 une réserve assez conséquente. On m'avait annoncé un chiffre de 800 000 euros. Ce chiffre, alors, ben, c'est ce qui avait été dit. Alors, je l'ai noté en tant que tel. Bon, je ne pense pas que j'ai défaillant de mémoire. En tous les cas, on était parti sur ce chiffre-là. Donc, au cours des commissions, il y a eu bien sûr un plan auquel on a travaillé. Et il y a une dizaine de jours, à la dernière commission, ce chiffre est descendu à 300 000 à peu près euros. Alors, voilà. Et donc, je ne m'explique pas. L'État ne m'a pas expliqué voilà, les raisons. Hein. Alors, les raisons, on peut les comprendre. Et l'instant, c'est expliqué, qu'il y ait une cohérence, etc. On nous explique, voilà, le cheminement, pas de souci. Donc, certaines personnes autour de moi m'ont dit, ah ben, de toute façon, il y a une partie de cet argent-là qui est resté dans le budget général. Voilà. Alors, c'est peut-être utile, hein, cet argent mis de côté, ça peut-être à autre chose. La question aussi s'est posée à cette commission de savoir si, dans le domaine des déchets, il n'était pas plutôt intéressant de mettre en place un budget annexe. Au moins le mérite de pouvoir savoir ce qui rentre et ce qui sort, et de ne pas mélanger ça à d'autres domaines. C'est une question que je soumets à l'Assemblée, parce que je pense qu'elle a le mérite d'avancer. Moi, quand je suis arrivé à côté de commune, je me suis interrogé sur, je dirais, le manque de clarté, voire l'opacité. Et là, je ne remets pas du tout en cause le travail des agents, qui est très conséquent. Mais il y a une forme d'opacité, puisque, voilà, normalement, moi, je considère qu'un budget, il doit pouvoir faire ressortir tout simplement les charges et les ressources, et puis qu'on puisse regarder le différentiel, on va dire, si ce n'est mois par mois, au moins plusieurs fois par an. Hein. Donc voilà, c'est une démarche très simple, une réflexion très simple, que moi je souhaite qu'on engage aujourd'hui. Je remercie les services de nous avoir donné le DOB. En tous les cas, on l'a reçu, à la commission finance une nouvelle fois. Alors là, bon, je dirais, on a un petit recul d'une année. D'ailleurs, j'ai sollicité le vice-président qui m'a dit qu'il n'avait aucun pouvoir sur la diffusion préalable de documents qui pourraient nous aider à travailler en commission. Donc quand il dit qu'il n'a aucun pouvoir, il ne va pas plus loin. Mais c'est vrai que l'année dernière, la question s'était posée. Voilà. Aujourd'hui, alors elle se repose un petit peu moins, on voit bien qu'il y a des petites avancées. Bon, c'est vrai, hein, chaque élu communautaire peut venir à côté de commune, faire la démarche, venir dans les bureaux, chercher les documents, etc. Je l'ai entendu. Bon, voilà. Donc voilà, ces réflexions aujourd'hui voilà, m'amènent à dire est-ce que ça va pouvoir évoluer, est-ce qu'on va pouvoir travailler un petit peu autrement, c'est vraiment une question de méthode. Et puis, pour ce qui concerne les chiffres qu'on m'avait annoncés il y a quelques mois, moi je reste un petit peu troublé. Je vous remercie de votre attention. Bonjour. Oui, juste une remarque. Moi, je voulais justement revenir sur les chiffres par rapport à ce domaine qui concerne les déchets. Je ne comprends pas du tout, quand on fait le total, quand on totalise 5 fois 300 000 euros, on arrive à 1,5 million, donc 1,5 million.
et plus les 15 000 frais de bus sur 2015, on est très loin des 2 863 000. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. Ou alors est-ce que ça continue encore sur 2021, 22, 23, et alors là on part sur vraiment une durée extrêmement longue. Ou alors il faudrait plutôt qu'il y ait 500, je sais pas, à la louche, 560, 570 000 qui soient prévus déjà par année pour arriver au total. Il y a quelque chose mathématiquement qui ne va pas. D'autres interventions? Monsieur le Chancé, Ce que je ne comprends pas, c'est on parle des communautés les plus riches et les plus défavorisées. Est-ce qu'il y a un effet de seuil? Est-ce que si on est très riche, on paye plus? Est-ce qu'on est très, très pauvre, on reçoit plus? Ou c'est on passe de 0 à 1? C'est au politique. le FPIC. Oui, comment ça fonctionne? Je ne comprends pas le système. D'autres interventions? Oui. Moi, juste une question de niveau général, c'est par rapport aux perspectives, parce que bon, on travaille sur 2017, c'est vrai qu'on est obligé de penser quand même à la carte qui se met en place, aux évolutions qui se feront. Donc, quelles sont les conséquences? Comment peut-on imaginer donc le nouveau schéma départemental avec notre budget? C'est vrai que c'est hyper compliqué de pouvoir croiser les deux, mais je pense qu'il faut quand même qu'on intègre un tant soit peu ces perspectives. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Oui? Vas-y. Oui, je voulais, puisque la remarque que vous faites sur le FPIC, je trouve que là, il y a un mauvais signal de donner en parlant par rapport aux communes, qui sont déjà extrêmement touchées sur les dotations globales, plus que la communauté de communes. Donc là, dans les perspectives qui sont envisagées, c'est de se dire on pourrait revoir le fonctionnement du FPIC plutôt à l'avantage de la communauté de communes par rapport à la règle de droit commun. Donc je pense qu'il faudrait déjà étudier les choses pour être plus transparent dans les deux sens. On pourrait aussi se poser la question, puisque les communes sont en difficulté, est-ce que la communauté de communes ne doit pas avoir un rôle aussi, à l'inverse de l'État, un rôle plutôt d'accompagnement et d'aide de nos collectivités, parce que la situation est compliquée, et plutôt de ne pas en rajouter une couche de pénalisation. Donc voilà, je pense que peut-être qu'il faut arriver à se poser cette question de façon plus large. D'autres interventions? Non? Ouais. Alors, quelques éléments de réponse. Pas surpris d'un certain nombre de remarques dans l'origine subjective qu'objective. Moi, je vais rester dans l'objectivité. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire. Et que dans le débat d'orientation budgétaire, il y a un plan pluriannuel d'investissement, qui n'est qu'un plan pluriannuel d'investissement, c'est-à-dire une projection sur 5 années. Que ce n'est pas aujourd'hui que l'on décide d'affecter telle somme à tel service ou telle somme à tel bon de commande. Je veux dire à Michel Gérard, je salue le travail sur le dossier difficile des ordures ménagères, que son propos est hors sujet, totalement hors sujet. On est en train, ce matin, de se projeter sur l'année 2016 pour des orientations budgétaires, pas de voter des crédits pour remplacer tel ou tel camion, ou pour remplacer tel ou tel matériel. Ce n'est pas du tout l'exercice d'aujourd'hui. Cet exercice-là sera fait le 21 décembre. Voilà. J'appelle quand même chacun des élus à faire la distinction entre un débat d'orientation budgétaire et le vote du budget. Moi, dans aucune collectivité où je siège, je me fais cette confusion. Et c'est pour ça que je parle d'approche subjective plutôt que d'approche objective. En ce qui concerne les ordures ménagères, moi je remarque simplement, je sais à Philippe Droulour de sa précision, ça accrédite ce que je viens de vous dire à l'instant. On inscrit 2 863 000 €. C'est une somme importante. La meilleure, à mon avis en tout cas, la meilleure remarque a été faite par Philippe Droulour. Lorsque vous ajoutez les lignes, on arrive à 1 500 000 €. Ce n'est pas de l'incohérence. C'est précisément pour laisser des marges de manœuvre. Donc les 2 863 000 € peuvent très bien être mobilisés sur les 5 années, ce qui fait qu'on est bien au-delà de 300 000 € par an.
ou peuvent être, il n'y a pas de décision à prendre aujourd'hui, on est dans une prospective, ou peuvent être lissés sur plusieurs années. C'est nous qui en déciderons collectivement. Voilà, je tire à nouveau, on a parlé de méthode. J'adore entendre parler de méthode, mais il n'y a pas que la méthode. Mais voilà une méthode ici. Ça laisse des marges de manœuvre à tous les élus, à la commission des ordures ménagères, qui a encore du travail à faire, avec Optae, qui n'a pas encore rendu son rapport définitif. Il y aura un certain nombre de matériel qu'il faudra changer, et on les changera. Tous les matériels, d'après les informations que j'ai, ne sont pas à changer non plus. Et que même si on se limitait au rythme qui est le nôtre, qui n'est pas une décision prise, ce sont des orientations, des projections, et pas plus que ça. Ça nous permettrait de remplacer en 3 ans, si le besoin s'entendait sentir, si le besoin existait, ça nous permettrait de remplacer sur 3 années la totalité des conteneurs sur le territoire de l'ancienne communauté de communes d'Avranches, des 300 000 euros. Voilà. Donc il faut voir les choses de façon précise, ne pas se lancer dans des diatribes, encore une fois, d'origine beaucoup plus subjective qu'objective. Je rappelle d'ailleurs qu'en ce qui concerne les ordures ménagères, il y a un partage de responsabilités au sens juridique du terme, ou de compétences, si vous préférez, entre la communauté de communes chargée de la mise en place du service et les maires, les communes qui ont la responsabilité de la police. Donc il n'y a pas d'opposition à faire entre la communauté de communes et la commune, mais encore une fois, chacun voit l'origine de certaines remarques. Voilà. Moi, ça m'intéresse peu, ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est... Non, ce qui m'intéresse peu, monsieur, je vous ai laissé parler, c'est moi qui parle, et c'est moi qui donne la parole. Ce qui m'intéresse peu, ce sont les diatribes, et les points de vue subjectifs. Ça m'intéresse peu. Le reste m'intéresse beaucoup. Donc il y aura des décisions à prendre sur les ordures ménagères comme sur d'autres dossiers. On les prendra collectivement. On y consacrera les crédits qui seront nécessaires. Et les investissements qui auront été faits sur un secteur, s'ils sont importants, seront nécessairement pris sur d'autres. Voilà. On en est, encore une fois, aujourd'hui, à un débat d'orientation budgétaire. Pas à faire des choix de remplacer tel ou tel matériel ou de faire telle ou telle action. Des propositions seront faites à la fin de l'année dans le cadre du budget, puis dans les budgets suivants, et c'est à ce moment-là que vous pourrez dire, là il faut faire plus, là il faut faire moins. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et encore une fois, la meilleure preuve, en tout cas la meilleure illustration que rien n'est fait, c'est la remarque qu'a faite Philippe Troulour tout à l'heure. Pour l'instant, on a affecté, entre guillemets, on a provisionné 1 500 000 euros sur les 2 863 000 euros. Voilà, la moitié. Il nous appartiendra de décider à quel rythme on affecte les 2 800 000 euros qui sont prévus pour le service des ordures ménagères. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le fait. On n'a pas encore toutes les conclusions du cabinet Optae, et ça viendra en son temps. Sur le FPIC, monsieur Dechancé, c'est la loi qui fixe la manière dont les intercommunalités dites riches versent un fonds commun qui est ensuite redistribué aux communautés ou aux intercommunalités dites moins riches, je ne veux pas dire pauvres. Voilà. Pour l'instant, nous bénéficions de ce FPIC. Et puis, M. Boulour, toujours sur le FPIC, mais où avez-vous entendu dire, et qui a dit, qu'on allait modifier le FPIC dans un sens défavorable aux communes et favorable à l'intercommunalité? Je n'ai pas du tout. Pas du tout. J'ai simplement dit en bureau, et il est écrit pareil, qu'il faudra qu'un jour on ait une discussion collective sur la manière d'éventuellement, je dis bien d'éventuellement, redistribuer d'une autre façon le FPIC. C'est tout ce qui a été dit. C'est tout ce qui a été dit, et il n'y a aucun autre écrit que ça. Voilà. On est dans le procès d'intention, mais purement dans le procès d'intention, qui n'est pas de mise. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a aussi des règles légales, chasser les fantasmes,
il y a des règles légales de répartition, ou des modalités légales de répartition du FPIC. Il y en a 3. Pour l'instant, on a retenu la répartition de droit commun parce que c'est plus facile, on n'a pas besoin de... On peut très bien rester à la répartition de droit commun. C'est une décision collective, encore une fois. On peut modifier la manière de répartir le FPIC. Ça suppose des simulations, ça suppose qu'on vous donne des chiffres, ça suppose que tout soit fait dans la plus grande transparence, mais il n'y a aucune orientation qui est donnée à qui que ce soit, je pense aux services notamment, pour répartir différemment le FPIC. La seule orientation, c'est de réfléchir à l'éventualité d'une autre modalité de répartition. Voilà, tout le reste relève du pur fantasme. Sur les documents budgétaires, monsieur Carreau, est-ce que vous m'interrogez sur ce point-là? Les documents budgétaires, d'abord, vous avez les documents budgétaires, de manière générale, les documents dans les délais qui sont prescrits par la loi. C'est-à-dire qu'il y a une prolongation dans les assemblées dans lesquelles je siège, où j'ai siégé, j'ai toujours vu les choses se faire comme ça. On reçoit un certain nombre de documents dans le délai prescrit par la loi, c'est-à-dire de 25 jours. J'indique, contrairement à des insinuations, il n'y a aucune espèce de volonté de blocage de quoi que ce soit. D'abord, je rappelle, vous l'avez dit, et je vous en remercie, que chaque élu peut venir dans les services voir tous les chiffres qu'il souhaite. Je vous dis simplement, parce que je suis obligé de vous le dire, que depuis 1 an et demi, 2 ans, les services ont une charge très importante de travail. Et que tous les services, et notamment en ce qui concerne les dossiers budgétaires, le service des finances fait ce qu'il peut pour répondre à la demande des uns et des autres. Après en avoir parlé, puisque la remarque a été faite déjà il y a une quinzaine de jours, après en avoir parlé avec les services, j'ai demandé, et c'est un effort supplémentaire qui va être fait par les services, que lorsqu'il y a une commission des finances, vous ayez sur table, on ne vous l'enverra pas avant, donc ce sera un plus, que vous ayez sur table le jour de la commission les documents budgétaires, plutôt que de les avoir projetés sur l'écran. Vous aurez ça. Honnêtement, compte tenu de la charge de travail des uns et des autres, compte tenu du fait qu'on ne peut pas multiplier les emplois, créer les emplois, on ne pourra pas aller au-delà. Donc vous aurez, pour résumer, le jour de la commission, sur vos tables, les documents papier. Vous aurez en plus la projection. Et vous aurez, bien entendu, mais ça c'est la loi de toute façon, vous aurez 5 jours avant un conseil communautaire, tous les documents que vous devez avoir pour être en séance. Voilà. Il y a beaucoup de maires ici, tout le monde fait comme ça, il ne faut pas demander plus aux autres que ce que l'on fait soi-même. C'est la pratique courante, et on va y rajouter, croyez-moi, si vous ne me croyez pas, et c'est pas moi qu'il faut croire, en l'occurrence ce sont les services, ça va être un effort supplémentaire pour eux que de faire ça, mais ils vont le faire quand même. Voilà, sur les problèmes de méthode. Et je répète encore une fois, on est ici dans des orientations budgétaires, et M. Gérard, puisque vous avez été assez précis, je vais l'être aussi, on se voit régulièrement, jamais vous ne m'avez dit un mot de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Permettez-moi d'être surpris. Permettez-moi d'être surpris parce que pas un mot de ce que vous avez dit tout à l'heure, vous ne l'avez évoqué avec moi. Voilà. Je ne sais pas quelle est l'origine de cette soudaine éruption de chiffres et de précisions. Vous êtes tout à fait légitime à dire ce que vous voulez en séance publique. Ça ne me gêne en rien. Je vous fais quand même la remarque que vous êtes vice-président chargé des ordures ménagères, que vous auriez été dans votre rôle, avant la séance publique, de faire un certain nombre de propositions que vous n'avez pas faites. Alors, il vous reste 3 semaines ou un mois avant le vote du budget pour faire des propositions que vous auriez dû faire avant de les faire en séance publique, mais je ne vous reproche pas de l'avoir fait, donc simplement qu'il faut être un peu cohérent. Et c'est lors du vote du budget, et bien que vous allez, je n'en doute pas, nous dire qu'il faut remplacer tel camion, qu'il faut remplacer tel matériel, et c'est le conseil communautaire, après qu'on soit passé par les filtres classiques de la commission des ordures ménagères, de la commission des finances, une proposition sera faite et le conseil communautaire décidera. Moi je ne peux pas vous dire autre chose. Et quand le 21 décembre,
vous aurez à vous prononcer cette fois sur le budget et non pas sur des orientations budgétaires ou sur des perspectives budgétaires. Et bien, si vous souhaitez en séance ou avant la séance, soit en commission des ordres ménagères, soit en commission des finances, faire des propositions, vous ferez des propositions. Et si les propositions sont faites ici en séance publique, bien entendu qu'elles seront prises en compte et que je demanderai au conseil communautaire de voter sur des propositions qui seront faites, y compris en séance publique. Enfin, je ne peux pas être plus ouvert et plus transparent que ça. Voilà. Je vous dis simplement, oui, vous allez avoir la parole, et qui la souhaitera. Je vous dis simplement qu'il ne faut pas, pour des raisons de subjectivité, confondre l'exercice que l'on fait aujourd'hui, qui n'est qu'un exercice d'orientation budgétaire, qui n'est pas un exercice de confection de budget et de vote de budget. Et je terminerai en vous disant qu'il y a un certain nombre d'autres choses qui n'ont pas été évoquées. Ce sont les équilibres financiers de la politique commune. C'est le profil d'extinction de notre dette qui est très bon, je le dis publiquement. La moyenne des collectivités en France ont un profil d'extinction de la dette qui est d'environ 7 années. Ça veut dire que si on bloque le profil d'extinction de la dette, ça veut dire que si on bloque tout investissement, si on bloque tout emprunt et qu'on rembourse les dettes que l'on a, en France, généralement, les collectivités sont capables de le faire en 7 années. Nous, c'est 3 années. 3 années. C'est-à-dire moitié moins que la moyenne des collectivités de France, ce qui nous donne des marges de manœuvre. Et quand on vous présente un plan pluriannuel d'investissement comme ça, c'est un tableau, il y a des choses qui ne sont pas dedans, qui sont appelées à venir dedans. Il y a des choses qui sont dedans, qui sont peut-être appelées à disparaître. C'est ça un plan pluriannuel d'investissement. Et les ajustements seront faits année après année, et même mois après mois, en fonction des décisions que l'on prendra ici. Voilà, ce n'est pas un budget que l'on fait, ce sont des orientations budgétaires dont on débat. Et toute polémique, quel que soit le sujet, est complètement inutile et même stérile, surtout quand elle concerne un dossier aussi sensible que les ordures ménagères, où on devrait plutôt, je pensais que c'était le cas, mais malheureusement non, mais c'est comme ça, on devrait plutôt travailler en concertation que de faire ce type de supposition malvenue. Monsieur Nicolas. Merci. En fait, ce que vous appelez polémique, c'est précisément le débat. C'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on est en train de dire, Michel Gérard, qu'il y a des choses à revoir en termes d'affichage, forcément de l'affichage. C'est une note d'intention. On donne publiquement les grandes orientations de ce que sera notre budget, bien ficelé quelques semaines plus tard. Et là, vous nous faites un grand discours sur, soi-disant, des polémiques, alors que précisément, on manifeste d'une manière tout à fait normale, apaisée, notre volonté de voir ces chiffres annoncés revus à la hausse, tout simplement. Je crois qu'il n'y a pas de mal à cela. Et si vous n'êtes pas capable d'accepter ces observations au point de les considérer pour des polémiques, je trouve ça assez inquiétant. Merci. D'autres interventions? Bien, il n'y a pas de vote, vous savez, pour un DOB. Je ne redis pas ce que j'ai dit, le fait que le législateur n'a pas prévu qu'il y ait un vote, il veut bien dire les choses. Voilà, on débat. On débat. Et on ne vote pas, parce qu'il n'y a pas de décision à prendre. Donc je maintiens en tout point ce que je dis. Et on était bien tout à l'heure dans l'ordre de la polémique. Voilà pour les orientations budgétaires. Question numéro 26. Création du budget annexe du fonds d'activité EKIN et demande d'assurer le mouvement à la TVA.